Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er mai 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Joyeuse fête du 1er mai, monsieur l'ambassadeur, et bienvenue parmi nous. Joyeux 1er mai, Nima. Je suis content d'être avec toi. Permettez-moi de commencer, monsieur l'ambassadeur, par ce qui s'est passé il y a 2 jours. Le Pentagone a été interrogé sur le montant dépensé jusqu'à présent pour la guerre avec l'Iran, et voici la réponse qu'il a donnée. Nous n'avons pas encore reçu du Pentagone le coût de la guerre. Donc, pour le compte-rendu, nous aimerions obtenir ces chiffres dès que possible. Bien sûr, il y a les munitions utilisées, mais on parle moins du fait qu'un certain nombre d'équipements ont été détruits, y compris 2 C-130 lors du sauvetage de nos aviateurs abattus. Alors, est-ce que vous avez soit, premièrement, une estimation des coûts qui va nous parvenir bientôt, soit, deuxièmement, une demande de financement complémentaire précise? Merci pour cette question. Alors, à ce jour, nous dépensons environ 25 milliards de dollars pour l'opération Epic Fury. La majeure partie de cette somme concerne les munitions. Une autre partie, évidemment, couvre le fonctionnement, la maintenance et le remplacement du matériel. Nous préparerons un budget supplémentaire via la Maison-Blanche qui sera soumis au Congrès une fois que nous aurons une évaluation complète du coût du conflit. Donc, vous dites que le coût total à ce stade est de 25 milliards de dollars? Oui, c'est notre estimation du coût. Oui alors, un peu plus tard, des responsables américains ont déclaré à CBS que le coût de la guerre, jusqu'à présent, approchait les 50 milliards de dollars. C'est le double du chiffre que le Pentagone nous avait donné. Quelle est votre compréhension de cette différence? Quel chiffre vous semble le plus proche de la réalité? Je pense que le chiffre le plus élevé est plus proche de la réalité, mais même celui-là est sans doute en dessous de la vérité, parce qu'il y a énormément de coûts liés à la guerre qui ne deviennent visibles que bien plus tard. Par exemple, les blessés. Il y a eu beaucoup de blessés dans cette guerre. Le coût de leurs soins médicaux et plus tard de leur prise en charge par l'administration des anciens combattants, qui a d'ailleurs un budget séparé de celui du département de la Défense. Donc il existe certaines estimations, je pense à la docteure Bill Mess de Harvard, qui travaille avec le projet Cost of War à l'université Brown. Elle et le lauréat du prix Nobel d'économie Stiglitz ont réalisé plusieurs estimations sur le coût d'autres guerres, comme la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan et d'autres encore. Elle estime que le coût final de cette guerre pourrait atteindre jusqu'à 1000 milliards de dollars, si on prend en compte tous les coûts additionnels. Et c'est très important, pas à cause du Congrès. Le Congrès, en gros, traite le budget de la défense comme un programme pour créer de l'emploi. Ce n'est pas basé sur une analyse des menaces. Plus, c'est toujours mieux. Et bien sûr, l'administration Trump demande 1500 milliards de dollars et probablement 200 milliards supplémentaires pour cette guerre en financement additionnel. On ne connaît pas encore les chiffres exacts, mais c'est clairement bien plus cher que ce qu'a indiqué le porte-parole du département de la Défense, M. Hurst. Pensez-vous qu'ils prennent aussi en compte les dépenses du côté israélien, notamment pour les munitions, les intercepteurs et les missiles de croisière qu'ils ont utilisés? Non, je pense que c'est prévu séparément, c'est pas inclus. Et tu sais, en gros, là où on en est, Nima, si je peux me permettre, c'est qu'on est dans une guerre d'usure, une guerre économique d'usure. En fait, c'est comme si les États-Unis et l'Iran étaient 2 lutteurs, chacun essayant d'étrangler l'autre. On a les mains autour de la gorge de l'adversaire
et on ne sait pas lequel va perdre connaissance en premier. À un moment, l'un des deux va lâcher parce qu'il ne pourra plus tenir. Et il y a beaucoup de facteurs en jeu. L'administration Trump, clairement, calcule tout ça, je pense, sur la base, à mon avis, d'une mauvaise compréhension de l'industrie pétrolière. Ils estiment que l'Iran, dans 3 semaines ou 2 mois, selon l'expert à qui vous parlez, commencera à perdre de la pression et manquera d'espace de stockage pour son niveau actuel de production de pétrole. Les pressions dans les réservoirs vont alors commencer à baisser. Et si elles baissent trop, il devient très difficile de redémarrer les puits de pétrole. Je pense que c'est une mauvaise interprétation. D'abord, bien sûr, c'est une réalité géologique. Si la pression diminue dans un réservoir de pétrole souterrain, il devient plus difficile d'en extraire le pétrole par la suite. Ce n'est pas impossible, mais je ne crois pas que cela tienne compte ni de la géologie de l'Iran, ni de la capacité de la compagnie pétrolière iranienne à réduire la production sans endommager les réservoirs. En d'autres termes, ils peuvent produire moins de pétrole, mais continuer à en produire, et ils trouveront sans doute un moyen de le stocker quelque part. On sait qu'il y a actuellement un effort pour utiliser la liaison ferroviaire vers la Chine afin d'exporter du pétrole depuis l'Iran. L'Iran peut aussi, semble-t-il, s'appuyer sur les Russes grâce à la connexion par la mer Caspienne. Donc, à mon avis, l'estimation faite par l'administration est tout simplement irréaliste. De l'autre côté, l'Iran part du principe que le prix du pétrole et du gaz au niveau international va grimper très haut. Il est déjà proche de $130 le baril. Je ne sais pas quel est le prix exact aujourd'hui, mais je pense qu'on atteindra facilement $150 le baril, voire 200. À $150 le baril, le prix de l'essence aux États-Unis serait entre $4,50 et $5 le gallon. At $150 per barrel, the price of gasoline in the United States would be $4.50 to $5 a gallon. 1 gallon having roughly 4 liters. Un gallon, c'est à peu près 4 litres. Donc on peut dire que ça reviendrait, disons, à $1 le litre ou plus, si on était au Brésil. Alors si le prix monte à $6 ou si le baril atteint $200, on parle d'un prix à la pompe autour de $6,50 voire plus, dans un État comme la Californie, où les taxes sur le carburant sont très élevées. D'ailleurs, la Californie est déjà à $6 le gallon à la pompe. Et les réactions des consommateurs américains vont devenir de plus en plus fortes contre la guerre. En fait, les derniers sondages montrent que cette guerre est aujourd'hui encore moins populaire que la guerre du Vietnam, au moment même où celle-ci l'était le moins. Donc le calcul iranien, c'est que les États-Unis sont politiquement incapables, ou vont se révéler incapables, de maintenir ce contre-blocus. Je pense aussi que l'Iran observe de très près, comme d'autres d'ailleurs, la situation des navires de la marine américaine qui mènent ce blocus. Et ça, c'est pas bon. Apparemment, leur soutien logistique est insuffisant. On a vu ce qui ressemblait à des actes de sabotage de la part de marins qui se plaignaient d'être en mer depuis presque 1 an, sans repos, séparés de leur famille et privés du confort qu'ils avaient auparavant. Mais l'autre point important, je pense, dans le calcul iranien, c'est qu'en réalité, en bloquant le détroit d'Ormuz, dans la mesure où ce blocus est vraiment efficace, et il ne semble pas l'être tant que ça, les États-Unis reviennent en fait à bloquer l'approvisionnement mondial en pétrole. Et ce faisant, ils nuisent à tous les pays du monde. Et donc, l'opposition internationale à ce que font les États-Unis ne peut que grandir. Et les effets en chaîne de la réduction de l'offre de pétrole s'étendent bien au-delà de ça. Je veux dire, plusieurs points ont déjà été évoqués. Le blocus du Golfe a réduit l'approvisionnement mondial en engrais, en aluminium, qui est produit à partir de gaz dans le Golfe et qui ne peut plus être exporté,
en soufre, essentiel à de nombreux usages, en hélium, crucial pour l'industrie des microprocesseurs, et ainsi de suite. Mais en plus de tout ça, le pétrole et le gaz font partie du coût de pratiquement tout. Les plastiques, par exemple, leur prix va augmenter. Le transport aussi, les camions qui livrent les produits au supermarché vont coûter plus cher. Les produits dans les supermarchés vont devenir plus chers parce qu'il va y avoir des pertes de récolte et une baisse des rendements agricoles. Le diesel, qui alimente les tracteurs et les moissonneuses dans les grandes exploitations, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en Russie ou en Ukraine, tout ça augmente en coût. Donc on parle d'une inflation importante et d'une probable récession mondiale. Tout cela est en gros provoqué par une guerre qui, selon lui, n'a pas été provoquée par Israël, une guerre menée par Israël et les États-Unis. Bien sûr, Israël souhaite poursuivre cette guerre. Les États-Unis, je ne pense pas qu'ils en aient vraiment la volonté. Et Donald Trump, lui, a officiellement estimé que la meilleure façon de sortir de cette guerre, c'est de maintenir ce blocus, de briser l'économie iranienne, et par là même de briser la volonté de l'Iran. Je ne pense pas que ça va marcher. Mais bon, c'est son jugement. En attendant, il a aussi demandé à l'armée d'élaborer plusieurs plans pour des frappes courtes et précises contre l'Iran, censées influencer les décideurs iraniens. Là-dessus, le constat est clair. On a déjà tout essayé, et ça n'a jamais vraiment amené l'Iran à une conclusion favorable. Donc il est très peu probable que ça fonctionne si on recommence. Et cette fois, nous sommes du côté iranien. L'Iran est entièrement prêt à riposter massivement à toute reprise d'attaque contre lui. Et dans la mesure de ses moyens, il fera tout ce qu'il peut, dans un rayon d'environ 300 km, 200 000, pour couler les navires qui participent au contre-blocus. Nous sommes donc dans un moment, comme je l'ai dit, où chaque camp a les mains autour du cou de l'autre et chacun parie qu'il pourra étouffer l'adversaire avant d'être étouffé lui-même. Dans cette équation, je pense que l'Iran a l'avantage. Pas seulement à cause des facteurs que j'ai mentionnés, mais aussi parce que l'Iran semble prêt à encaisser beaucoup plus que les États-Unis ne sont prêts à le faire. Il y a aussi, je devrais le préciser, un facteur imprévisible, le Liban. Israël ne respecte aucun des cessez-le-feu. Il a cessé de bombarder Beyrouth, mais il rase toutes les infrastructures au sud du fleuve Litani. Les ponts ont été détruits. On essaye de rendre le retour des habitants impossible. Et le Hezbollah continue de résister, continue de tuer des soldats israéliens au Liban et de tirer des missiles sur Israël. Et on voit bien que les Israéliens supportent mal l'obligation de tenir compte de l'annonce de cessez-le-feu de Donald Trump. Ils ne l'acceptent pas, mais ils doivent quand même s'y plier, au moins en partie, s'ils ne veulent pas se couper complètement de l'administration Trump. Donc à mon avis, on est dans une sorte de limbo, une période d'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Chaque camp attend que l'autre soit à bout de force. D'une certaine manière, c'est la prolongation de la stratégie iranienne d'origine. Laisser les États-Unis et Israël s'épuiser en attaquant l'Iran. L'Iran, lui, attendra le bon moment pour agir. Et voilà où nous en sommes. Je pense qu'il est peu probable que cela s'arrête là. On va tous traverser encore beaucoup de souffrances avant que tout ça soit terminé. Je pense que beaucoup de gens seraient surpris de voir à quel point l'Iran est aujourd'hui préoccupé par la situation au Liban. Il se soucie davantage du Liban que de l'Iran lui-même. Regardez la façon dont il parle de ce qui se passe dans le sud du pays. Mais la réalité, monsieur l'ambassadeur, c'est que les Israéliens rasent tout. Ils détruisent absolument tout dans le sud du Liban. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent y rester. Et c'est bien là leur problème.
Oui. Non, ils essayent de réduire le sud du Liban au même statut que Gaza. La seule différence, c'est qu'à Gaza, les gens n'ont nulle part où aller, alors qu'au Liban, ils sont partis vers le nord. Mais il y a quand même 1 million de Libanais déplacés. Et permettez-moi de dire, il y a un vrai sujet ici. Les Libanais sont présents dans tous les pays du monde. Il existe une grande diaspora libanaise. Beaucoup de chrétiens libanais sont partis, mais il reste des Libanais. Beaucoup de sunnites libanais sont partis aussi, mais eux aussi restent des Libanais. Le groupe chiite au Liban, qui constitue la base de soutien du Hezbollah, est aujourd'hui très influent dans le pays. Le gouvernement libanais ne peut pas conclure l'accord avec Israël qu'il aimerait conclure. Il voudrait désarmer le Hezbollah. Bien sûr, tout gouvernement veut avoir le monopole de l'usage de la force, et le gouvernement libanais ne dispose pas de ce monopole. En réalité, la seule force de combat efficace, la seule résistance face à Israël, c'est le Hezbollah. Mais le gouvernement libanais veut coopérer avec Israël et avec les États-Unis, qui soutiennent Israël, débarrassé du Hezbollah. Je ne pense pas que ce soit politiquement réaliste, ça ne s'est pas produit, et je ne crois pas que ça arrivera. Et l'autre point, c'est qu'hier, on a appris que les Israéliens retiraient plusieurs brigades du sud du Liban parce que les drones FPV leur posent beaucoup de problèmes. C'est la réalité. On n'a pas vu ça à Gaza, parce que le Hamas n'est pas aussi avancé sur le plan des armes qu'il possède. Mais le Hezbollah, lui, est différent du Hamas. Et c'est ça, la réalité au Liban. C'est différent à bien des égards. Le Hamas est issu des frères musulmans, qui sont un mouvement islamiste démocratique. Ils croient aux élections, au pouvoir du peuple à travers les urnes. Ils croient aussi à l'alternance, au fait que les partis et les mouvements politiques puissent entrer et sortir du pouvoir. Ils ont dirigé l'Égypte pendant une courte période, mais ils se sont révélés très incompétents comme gouvernants. Quoi qu'il en soit, c'est un mouvement pan-islamique, présent un peu partout dans les 57 pays à majorité musulmane du monde. Il est très influent en Turquie, ce qui joue aujourd'hui un rôle important dans la région. Et donc le Hamas est arrivé au pouvoir en Palestine par une élection. Il a été élu comme gouvernement. Il y a eu un coup d'État monté contre lui à Gaza, en particulier par Israël et les États-Unis, la CIA, mais il n'a jamais été renversé. Et même si beaucoup de gens à Gaza regrettent sans doute que la riposte du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023, ait conduit au génocide et aux souffrances immenses qu'ils ont subies, le Hamas reste l'autorité effective dans la partie palestinienne de Gaza. Israël a, bien sûr, pris le contrôle d'environ 60% de Gaza derrière ce qu'il appelle sa ligne jaune. Bref, voilà pour le Hamas. Le Hamas est un mouvement authentique, démocratique et nationaliste. Et c'était un mouvement politique avant de devenir une milice. Si on regarde le Hezbollah, c'est différent. Le Hezbollah était une milice qui combattait l'occupation israélienne du Liban à partir de 1982, avant de devenir le mouvement politique qu'il est devenu. Et ce mouvement politique, moi je le considère essentiellement comme fasciste. Je n'emploie pas ce mot comme une insulte, mais pour décrire une réalité. C'est un État dans l'État. Quand on va à Beyrouth, ça frappe. Je me souviens quand j'y étais, si vous vous levez au milieu de la nuit, disons pour aller à l'aéroport, et que vous sortez, vous voyez qui nettoie les rues. Ce n'est pas le gouvernement, c'est le Hezbollah. C'est un mouvement populaire avec sa propre milice, un État dans l'État, et il ne croit pas vraiment aux élections. Il n'a pas ses racines, comme le Hamas, dans la démocratie. Ses racines sont dans la lutte armée. Vous savez, quand on parle avec le Hezbollah, comme je l'ai fait,
On ne peut pas vraiment savoir s'ils croient, disons, à un homme, une voix, une foi, ou s'ils considèrent les élections comme une véritable source d'autorité pour le gouvernement. Bien sûr, ils forment de fait la majorité au Parlement libanais. Et ils seraient le gouvernement du Liban si le pays n'avait pas une constitution d'inspiration française qui réserve la présidence à un chrétien maronite. Le président de l'Assemblée doit être chiite et le Premier ministre sunnite. C'est donc un arrangement que les Français ont mis en place et qui, dans une certaine mesure, reflétait la répartition du pouvoir dans la société libanaise à l'époque coloniale. Mais cet équilibre n'existe plus aujourd'hui parce que les groupes chrétiens et sunnites ont été relativement affaiblis et que les chiites sont désormais majoritaires au Liban. Du coup, la Constitution délégitime en quelque sorte le gouvernement libanais et laisse à Hezbollah un espace politique dans lequel il peut agir. Et c'est ce qu'il fait. Et vous savez, je ne pense pas que ce soit... Enfin, c'est un mouvement aguerri parce qu'il a participé à la défense du gouvernement Assad en Syrie contre l'effort international visant à le renverser, un effort qui, au final, a échoué. Donc, Hamas et le Hezbollah sont très différents. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils représentent tous deux une forme de résistance à la domination et à l'expansion israélienne, et qu'ils sont profondément attachés à leur cause. Ce sont des causes distinctes, mais ils partagent certains intérêts. Ils sont prêts à coopérer, mais ils ne céderont pas, ils ne fuiront pas. On ne peut pas les soumettre facilement, parce qu'ils sont tous les deux des expressions authentiques du nationalisme populaire. Donc oui, je pense qu'ils sont très différents. Le Hezbollah, comme vous l'avez dit, a un autre avantage. Il a été technologiquement bien plus avancé. Il a eu accès, via la Syrie et par la mer, au soutien technique iranien, et il a développé ses propres capacités de production de missiles. Sur le plan de l'ingénierie, c'est assez sophistiqué. Alors que le Hamas, lui, a été complètement isolé dès le départ à Gaza, avec seulement des armes légères et ne pouvait absolument pas rivaliser avec les Israéliens. Les Israéliens, à chaque fois qu'ils ont envahi le Liban, ont été battus par le Hezbollah. Et votre remarque sur l'extension de la guerre par drone, initiée pendant la guerre en Ukraine, vers le Liban, est tout à fait pertinente. Ni les Israéliens, ni l'armée américaine ne sont préparés à affronter la guerre par drone à un niveau aussi avancé. L'Iran a démontré, par son usage très habile des drones, qu'il pouvait non seulement détruire des radars et d'autres cibles, mais aussi neutraliser les systèmes de défense antimissiles qui accompagnent les attaques de drones. Israël et les États-Unis sont tous les deux préparés pour des guerres courtes et décisives, pas pour des guerres d'usure. Alors qu'en face, l'Iran, le Hezbollah et le Hamas, eux, sont organisés pour l'usure, pour une guerre d'usure. Aujourd'hui, on est dans une guerre économique d'usure, et on va voir si les mêmes facteurs s'appliquent. Je pense que oui. Je ne crois pas qu'Israël et les États-Unis auront la même endurance que leurs adversaires, que nos adversaires. Israel Katz, le ministre de la Défense israélien, a déclaré qu'ils étaient prêts à reprendre la guerre parce qu'ils estiment que les négociations, les discussions vont échouer et qu'à ce moment-là, Israël pourrait de nouveau attaquer l'Iran. On ne voit pas ce genre d'inquiétude dans les médias iraniens, ni chez les dirigeants iraniens. Eux, ils parlent surtout d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Ils ne se préoccupent pas vraiment d'Israël, parce qu'ils considèrent qu'Israël ne peut pas agir contre l'Iran sans le soutien des États-Unis. Et vous, comment voyez-vous la situation en Israël? En ce moment, on a deux camps qui s'affrontent. D'un côté, Benjamin Netanyahou, et de l'autre, Yair Lapid, avec Naftali Bennett, qui s'allient pour s'opposer à Netanyahou. Et selon vous,
Combien de changements pourrait-on voir en Israël si, disons, l'opposition remportait les élections? Eh bien, commençons par reconnaître que Netanyahou a poussé Trump à faire cette guerre. Trump, bien sûr, était déjà enclin à la mener. Il est anti-iranien depuis des décennies et il ne semble pas comprendre la diplomatie comme une alternative à la guerre. De ce point de vue, il ressemble à Netanyahou, mais Netanyahou est très frustré par Donald Trump. Trump veut mettre fin à cette guerre. Netanyahou, lui, ne le veut pas. Pourquoi Netanyahou ne veut-il pas y mettre fin? Eh bien, pour être indulgent, une raison est qu'Israël n'a pas encore atteint ses objectifs. Il n'a pas réussi à provoquer un changement de régime ou l'effondrement de l'État en Iran, et il n'a pas non plus vaincu le Hezbollah, malgré la destruction de la haute direction du mouvement. Il y a donc de solides raisons stratégiques pour que Netanyahou s'oppose à la fin de cette guerre et qu'il soit, de ce fait, en désaccord avec Donald Trump. Et c'est pourquoi Donald Trump est un atteint stren. So Donald Trump acts unilaterally. Israel is not directly present. Vous savez, Israël n'est pas directement présent à la réunion d'Islamabad. Bien sûr, il l'est indirectement à travers Witkoff et Kushner, qui sont tous deux des sionistes convaincus, très proches de Netanyahou et de son gouvernement. Mais Israël n'est pas directement là-bas. Il n'a pas de voix propre. De la même façon, Israël s'est vu imposer une sorte de faux cessez-le-feu au Liban, qui évidemment s'est peu à peu effondré, puisqu'il ne l'a jamais vraiment accepté. Donc, Netanyahou n'aime pas l'unilatéralisme de Trump, et Trump n'aime pas celui de Netanyahou. Cela dit, la politique israélienne est toujours très personnalisée, très chaotique, et c'est toujours une grande bataille. Très peu de gens en Israël apprécient Netanyahou. Sa motivation finale pour poursuivre cette guerre, c'est qu'en tant que dirigeant en temps de guerre, il peut rester au pouvoir et éviter la prison, où il finirait autrement à cause de ses affaires de corruption. Je pense qu'on est dans une situation assez étrange. Le public israélien semble toujours soutenir la guerre. Du coup, on voit les opposants de Netanyahou, comme Naftali Bennett et Lapid, se positionner dans ce sens. Ils soutiennent la guerre, mais sont contre Netanyahou. Netanyahou, lui, ne veut pas y mettre fin, parce que s'il le fait, il est en difficulté. Et le public israélien n'aime pas Netanyahou, mais apparemment, on ne change pas de dirigeant en pleine guerre. Donc c'est une situation vraiment délicate. Et honnêtement, je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Il y a des élections prévues, je crois, en octobre, en Israël, et ça pourrait clarifier les choses. Même si souvent les élections israéliennes ne clarifient rien du tout, elles compliquent encore plus. Donc on verra. Ou bien tout ça pourrait durer jusqu'en octobre. Oui, le nouveau sondage en Israël montre que 80% des Israéliens soutiennent un retour à la guerre. Et ça pose une question. Quand on regarde Israël aujourd'hui, est-ce qu'ils comprennent vraiment, en tant que société, leurs propres limites? Parce qu'en ce moment, si on prend le cas du système de défense aérienne, tout le monde sait ce qui s'est passé jusqu'ici avec Israël. La guerre contre l'Iran, les radars, les intercepteurs, les pénuries, comme cela a été rapporté sur CNN et dans plusieurs médias américains. Et on voit des Israéliens prêts à repartir en guerre, pas seulement contre le Hezbollah ou à Gaza, en Palestine, mais aussi contre l'Iran. Alors, où en est la société? Parce qu'on a l'impression qu'elle est complètement déconnectée de la réalité de ce qui se passe. Je ne sais pas quel niveau d'information ils donnent à leur population, au peuple israélien. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'informations à ce sujet. La censure militaire est très efficace. Du coup, les gens peuvent savoir certaines choses sur ce qui s'est passé localement, mais ils n'ont pas une vision d'ensemble en Israël. Israël est une société qui vénère son armée. C'est un pays très militarisé. Et même si l'armée elle-même traverse une période difficile, comme l'a souligné le chef d'état-major,
Elle est fatiguée, elle est surmenée. Elle dépend de réservistes de plus en plus réticents à se présenter pour le service. Malgré tout, Israël garde une certaine forme d'arrogance. Vous savez, il y a cette habitude de, entre guillemets, gagner les guerres. Même quand elle ne les gagne pas, elle proclame sa réussite, un peu à la manière de Donald Trump. On voit donc par exemple que les retraits du Liban sont présentés comme des victoires, accompagnés de déclarations sur tout ce qui aurait été accompli, et ainsi de suite. Donc c'est très irréaliste. Et je pense qu'un autre facteur, c'est qu'Israël est aujourd'hui isolé sur la scène internationale. C'est devenu un paria. Et on pourrait penser, enfin, Israël affirme être l'État juif, qu'il représente tous les juifs du monde, et que les juifs devraient aller en Israël pour devenir israéliens. Mais en réalité, ce qu'Israël a fait a créé un grand danger pour les juifs partout ailleurs, en dehors d'Israël. Cela a ravivé l'antisémitisme à un niveau qui aurait semblé impensable avant cette récente séquence d'événements sur 4 ans. On voit des attaques isolées apparemment, comme ce coup de couteau à Londres contre 2 hommes, des juifs britanniques. Et on voit aussi des synagogues attaquées et d'autres choses du même genre. Ce n'est pas quelque chose qui se produisait avant. Mais je pense franchement que les Israéliens se moquent complètement des Juifs qui vivent en dehors d'Israël. Malgré leur prétention à représenter le judaïsme ou le peuple juif dans le monde, en réalité, ils s'en fichent. En fait, il y a une longue histoire d'initiatives israéliennes qui ont même cherché à encourager l'antisémitisme, parce que cela pousse les Juifs de la diaspora à vouloir rejoindre le prétendu refuge sûr qu'est Israël. Eh bien, Israël n'est plus un refuge sûr aujourd'hui. Et les Juifs de l'extérieur, de plus en plus nombreux, sont écœurés par Israël. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec ce pays. Israël est en train de causer de très graves dégâts à son image, à sa place dans le monde. Et il cause aussi de très graves dommages aux Juifs qui vivent en dehors d'Israël. Et en faisant ça, elle se prive elle-même du soutien politique et militaire dont elle a potentiellement besoin pour sa survie. Alors, vous savez, on parle maintenant de restructurer la relation d'approvisionnement militaire entre les États-Unis et Israël pour mettre fin à l'implication du Congrès. En gros, de la privatiser. L'idée, c'est de convaincre les entreprises américaines de défense de produire en Israël ou en partenariat avec Israël, afin que le soutien politique à Israël ne soit plus nécessaire pour maintenir le soutien militaire. Voilà ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas une manœuvre stupide de la part des partisans d'Israël, mais c'est bien le signe des dégâts qu'Israël inflige à son propre peuple, à sa propre survie. Et on en revient à ce point essentiel. Pour les États-Unis, cette guerre avec l'Iran est une guerre de choix. Ce n'est pas une question existentielle. Les États-Unis ne vont pas disparaître. On peut souffrir, oui, mais on ne va pas disparaître, quel que soit le résultat de cette guerre. En revanche, pour l'Iran et pour Israël, c'est une question existentielle. Israël en a fait une question existentielle pour lui-même. Et l'Iran en a fait une question existentielle pour l'Iran, parce qu'il ne veut pas et n'acceptera pas de revenir à une situation où il serait à nouveau exposé à des attaques d'Israël soutenues par les États-Unis. Du point de vue de l'Iran, la seule façon de mettre fin à cette guerre, c'est comme Téhéran l'a dit récemment, à travers un projet en 3 phases. Première phase, un accord général de paix en Asie de l'Ouest, avec des garanties crédibles, contre toute nouvelle attaque de la part d'Israël ou des États-Unis. Si cet objectif peut être atteint, alors l'Iran est prêt à s'asseoir avec Oman, évidemment en présence de tous, pour discuter des futures règles d'utilisation du détroit d'Ormuz. Mais il ne le fera pas tant qu'un accord de paix général n'aura pas été conclu. Si la question d'Ormuz peut être réglée de manière satisfaisante du point de vue iranien,
Alors l'Iran est prêt à parler du programme nucléaire, mais seulement à ce moment-là. Et là, je veux souligner un point important. La dernière fois qu'un dirigeant iranien a déclaré que l'Iran ne voulait pas et ne construirait pas d'armes nucléaires, c'était le 11 février. Depuis le 28 février, il n'y a eu aucune réaffirmation de cet engagement à ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Pourquoi? Parce que les personnes en Iran qui veulent construire une arme nucléaire, celles qui estiment qu'une telle arme est essentielle pour dissuader de nouvelles attaques des États-Unis et d'Israël, sont aujourd'hui aux commandes. Donc évidemment, on n'entend pas beaucoup parler de ça. Et une grande partie des discussions qu'on voit au niveau international, l'enrichissement zéro, l'AIEA qui parle de reprendre le contrôle des programmes d'enrichissement iranien, ou encore le transfert de l'uranium enrichi vers la Russie, comme c'était prévu dans le JCPOA, le plan d'action global commun de 2015. Tout ça, c'est déjà du passé. Et surtout, c'est extrêmement irréaliste, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'indices montrant que, même si l'Iran n'a pas encore pris la décision active de fabriquer une bombe, il a bien l'intention de le faire. Et il en a la motivation. Les États-Unis et Israël ont privé les opposants à un Iran nucléaire de leurs arguments. Alors maintenant, l'Iran, inspiré par la Corée du Nord, va, je pense, produire une arme nucléaire et les moyens de la livrer, probablement pas seulement à Israël, mais aussi aux États-Unis, comme l'a fait la Corée du Nord. J'attends donc d'être contredit par une déclaration du gouvernement iranien répétant la fatwa, qui d'ailleurs comportait une clause d'exception. Elle disait que si l'existence de l'Iran, celle de la République islamique, était menacée, alors l'interdiction de fabriquer des armes de destruction massive serait levée. Je pense qu'elle l'a été. Ce qui se passe exactement sous terre en Iran, je ne le sais pas. Mais je prends très au sérieux les remarques de notre ami Ted Postol, qui affirme que l'Iran est tout à fait capable de fabriquer des armes nucléaires en quelques semaines et non en quelques mois. Peut-être l'a-t-il déjà fait, comme il le suggère. On n'en sait rien, mais je pense que l'attention portée au programme nucléaire par les États-Unis et la communauté internationale est une fausse piste. Je ne crois pas que du point de vue israélien, le programme nucléaire iranien ait été la raison de cette attaque. Pour moi, la vraie raison, c'était le projet du Grand Israël, l'obstacle que représentait l'Iran à ce projet, son statut d'ennemi du sionisme et la volonté de briser l'État iranien d'une manière ou d'une autre. La question nucléaire n'était qu'un prétexte, à mon avis. Monsieur l'ambassadeur, les Émirats arabes unis ont quitté l'OPEP alors qu'ils faisaient partie des pays fondateurs de l'organisation. Et aujourd'hui, ils s'en retirent à cause des difficultés qu'ils rencontrent, parce que récemment, ils se sont retrouvés à court de liquidités. Beaucoup de gens s'en étonnent. Certains disent même qu'ils n'en reviennent pas. Que se passe-t-il après 40 jours de guerre entre l'Iran et les États-Unis? Les Émirats ne participent pas directement au conflit. Ils ont été touchés par des missiles iraniens, mais ils ne sont pas vraiment impliqués dans la guerre. Alors, comment cette guerre a-t-elle pu affecter leur économie au point qu'ils manquent d'argent aux Émirats arabes unis? Et comment comprenez-vous le comportement du gouvernement dans tout ça? Eh bien, je pense que le pétrodollar est en réalité un facteur majeur ici. Ils sont à court de dollars. Et je crois qu'ils ont, en gros, fait savoir au Trésor américain qu'ils allaient commencer à fixer le prix du pétrole en monnaie chinoise et à payer en yuan. Et ça détruirait le système du pétrodollar, qui est en fait le pilier de l'hégémonie financière américaine à l'échelle mondiale. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des discussions sur des échanges de devises, notamment avec les Émirats arabes unis.
parce qu'il y a énormément en jeu pour le Trésor américain si les Émirats ne peuvent plus financer leurs importations en dollars. Et donc dans ce cas, ils se tourneraient vers la monnaie chinoise ou vers d'autres devises, pas forcément la monnaie chinoise d'ailleurs. Parce que je ne pense pas qu'on se dirige vers un monde où une seule devise dominerait comme le dollar l'a fait jusqu'ici. Je pense qu'on se dirige vers un monde où plusieurs monnaies vont coexister, y compris peut-être certaines créées artificiellement entre différents pays. Peut-être que les BRICS finiront par mettre en place une monnaie commune, utilisée pour le commerce entre leurs membres, au moins sur une base volontaire. Mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte, et j'aimerais en citer quelques-uns. Évidemment, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont en désaccord. L'Arabie saoudite reste le poids lourd de l'OPEP, et les divergences entre les Émiratis et les Saoudiens sur de nombreux dossiers, que ce soit au Yémen, en Somalie, en Libye ou plus largement en Syrie, sont aujourd'hui très fortes. Il y a aussi la question des accords d'Abraham, auxquels les Émirats semblent toujours attachés, mais que tout le monde considère désormais comme discrédités par cette guerre. Je pense que, même si on parle beaucoup du fait que les Émirats arabes unis quittent l'OPEP et que ça aura forcément un impact, cet impact restera limité. Oui, la production de pétrole hors OPEP va un peu augmenter, mais pas assez pour compenser les effets de la fermeture du détroit d'Ormuz et du blocus américain. Bien sûr, le blocus iranien, lui, est sélectif. Si vous faites la paix avec l'Iran, vous pouvez passer. Le blocus américain, en revanche, est quasiment total. Les Iraniens ne laissent pas passer les pays qu'ils jugent hostiles, et les États-Unis, eux, bloquent tout le monde. Ils empêchent l'Iran, les navires iraniens ou les alliés de l'Iran de traverser. Donc au final, c'est un blocus complet. Il n'est pas vraiment efficace, mais il existe. Voilà. Et je pense que le vrai sujet, c'est que le départ des Émirats arabes unis de l'OPEP revient, en quelque sorte, à quitter aussi le Conseil de coopération du Golfe. Le Conseil de coopération du Golfe, le CCG, a été créé dans le sillage de la révolution islamique iranienne, comme contrepoids à l'Iran, sur le principe solide qu'une défense collective était nécessaire face à l'ardeur révolutionnaire de l'Iran à cette époque. Le CCG n'a jamais été très efficace comme organe de coordination et il a connu des problèmes internes. Oman a toujours été un peu à part au sein du CCG, en gardant, vis-à-vis de l'Iran, une position de neutralité. Mais il y a eu des tensions, notamment encore une fois autour de l'Iran. Pendant la révolution islamique, quand les diplomates américains de l'ambassade à Téhéran ont été pris en otage et retenus pendant 1 an par des étudiants iraniens, les États-Unis ont lancé une tentative de sauvetage qui a échoué, depuis Oman, je crois depuis Socotra, sans en informer les Omanais. Et du coup, pendant 10 ans, Oman et les États-Unis se sont retrouvés en désaccord sur le plan militaire. Oman a condamné le Koweït pour avoir accepté la protection militaire américaine pendant l'opération Ernest Will, qui consistait à escorter les pétroliers à travers les conséquences de la guerre Iran-Irak. Donc Oman a toujours été à part. C'est un pays différent, structurellement parlant. Il a du pétrole et du gaz, mais en moindre quantité que d'autres. C'est une société différente. Elle s'est toujours tournée vers l'extérieur, vers l'Afrique de l'Est et l'Asie du Sud. Oman a eu un empire qui comprenait Zanzibar, Mombasa, d'autres territoires et le nord du Mozambique. Donc oui, Oman est différent. Et le Qatar aussi est différent. Le Qatar partage un champ gazier avec l'Iran dans le golfe Persique. Le Qatar n'a pas vraiment d'autre choix que de maintenir de bonnes relations avec l'Iran. Cela, entre autres choses, ajouté à la présence d'Al Jazeera au Qatar, ce qui agaçait tous les autres, parce que la chaîne rapportait fidèlement sur leur politique, même si elle ne le faisait pas forcément sur celle du Qatar.
a conduit à une rupture entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar au sein du CCG. Et cette crise a duré, 3 ans avant d'être résolue. Le Bahreïn, lui, subit une forte pression de la part de sa majorité chiite. Il faisait autrefois partie de l'empire safavide. Ses relations avec l'Iran sont très tendues, et le pays est aujourd'hui tenu par des troupes saoudiennes et d'autres forces du CCG. Donc le CCG, qui donne l'impression d'être une grande alliance unie, ne l'est pas du tout. En réalité, il est profondément divisé. Je pense que le départ des Émirats arabes unis de l'OPEP, ainsi que les tensions entre l'Arabie saoudite et les Émirats, et entre les Émirats et le Qatar, risquent fort de pousser le Conseil de coopération du Golfe, sinon à se désintégrer, du moins à perdre toute efficacité. Tout cela s'inscrit dans un schéma plus large. L'Iran dit aux membres du CCG qu'ils ne peuvent pas avoir de bases américaines sur leur territoire et se croire en sécurité. Si vous avez des bases dirigées contre nous sur votre sol, nous nous réservons le droit de les attaquer. Les Émirats arabes unis ont 2 grandes bases américaines sur leur territoire, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont été si lourdement visés. Ils ont été très impliqués dans l'attaque américaine contre l'Iran. L'Arabie saoudite aussi, dans une certaine mesure, même si les Saoudiens ne voulaient pas le reconnaître, et que leur aide restait très limitée. They also were involved in it. And Qatar was the location of Al-Udeid Air Base, the biggest air base for the United States in the region. That is essentially destroyed, as I understand it. So Kuwait, several bases. I think the American forces have had to move to Bubiyan Island, which has been under Iranian attack. And anyway, final point here. And that is, you were asking about Israeli reaction to the war. I don't think ordinary Israelis have any idea about the level of damage that Iran inflicted on their country. I think they know, whatever they saw with their own eyes or heard about from their neighbors, they know about, but they don't know the national picture. I don't think the American public. Je ne pense pas que le public américain ait vraiment conscience du niveau de destruction provoqué par les attaques de l'Iran contre ses bases dans la région, ni de l'ampleur des dégâts, ce qui nous ramène à la question du coût réel de cette guerre. Si on parle des coûts immédiats, l'estimation que vous avez mentionnée, autour de 50 milliards de dollars, est sans doute beaucoup plus proche de la réalité que les autres chiffres avancés. Mais il y a eu une dissimulation de la part de tout le monde, sauf de l'Iran. L'Iran, peut-être en raison de la tradition nationale du chiisme, le chiisme valorise la souffrance, le martyre, tout cet aspect-là, a été assez transparent sur les dommages qu'il a subis. Tous les autres, eux, ont préféré les cacher. Et quand cette guerre sera terminée, ou même si elle ne l'est pas vraiment, je pense que vous verrez chaque pays du Golfe adopter une politique du sauve qui peut, chacun agissant selon ses propres intérêts vis-à-vis de l'Iran. Il y aura des accords conclus entre les pays de la région, probablement d'abord par le Qatar, mais je pense que les Saoudiens et d'autres devront eux aussi passer un accord. Je voudrais ajouter un dernier point. La Turquie est sortie considérablement renforcée de cette guerre, et pas seulement par son influence dans des pays comme le Qatar, avec lequel elle partage une certaine sympathie pour les frères musulmans, mais plus largement parce que le fait que la Turquie fasse partie de ce quatuor, le Pakistan, l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Turquie, est très significatif. La Turquie dispose d'une économie militaro-industrielle avancée. Et les pays du Golfe vont chercher, plus activement que jamais, des alternatives à leur dépendance envers les États-Unis. Pour une raison simple, les États-Unis se sont montrés non seulement incapables de les défendre, mais même incapables de se défendre eux-mêmes sur les bases qu'ils ont installées sur leur territoire.
Et ces bases sont devenues en réalité une justification pour les attaques iraniennes, plutôt qu'un moyen de défense pour ces pays. Donc, je pense qu'on va entrer dans une phase diplomatique très active après la guerre. Et je ne suis pas certain de ce qu'il restera de l'influence américaine dans le Golfe Persique une fois tout cela terminé. Même Israël semble chercher à s'éloigner d'une trop grande dépendance vis-à-vis des États-Unis, comme je l'ai mentionné à propos de la réorganisation de la coopération logistique en matière de défense. Monsieur l'ambassadeur, que pensez-vous du ministre iranien des Affaires étrangères qui s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine? Vous savez, à mon avis, ce qu'on voit avec la guerre en Ukraine et celle au Moyen-Orient, c'est que la Russie, pendant la guerre en Ukraine, rencontre Xi Jinping d'égal à égal, comme deux partenaires qui se parlent. Et avec l'Iran, je vois la même chose. On ne sent pas qu'il y en a un qui domine ou qui a l'avantage, mais plutôt deux États qui se rencontrent sur un pied d'égalité. En revanche, dans le cas de cette rencontre et des discussions, on a ensuite eu un appel téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Un appel qui, selon les médias russes ou le Kremlin, aurait été initié par Vladimir Poutine. Qu'en pensez-vous? Vladimir Putin called Donald Trump. What do you make of that? Well, I think this is very complex. First, let me say. Eh bien, je pense que c'est très complexe. D'abord, je dirais que ça ne me surprend pas qu'il y ait des rencontres d'égal à égal entre l'Iran et la Fédération de Russie, ou entre la Chine et la Fédération de Russie. Parce que ce dont on parle ici, ce sont des partenariats, pas des alliances. Et le réseau d'alliances des États-Unis a en quelque sorte une dimension impériale. Autrement dit, les États-Unis sont toujours au sommet. C'était déjà le cas à l'époque de l'Union soviétique. Ses alliés étaient en dessous, il n'y avait pas de relation d'égalité. Mais dans le nouveau système que j'appelle multinodal et qui est en train d'émerger, les relations d'égalité deviennent la norme, pas l'exception. Donc je ne trouve pas ça particulièrement remarquable. I don't find that remarkable. Why should Arakchi go to Moscow, to St. Petersburg? Pourquoi Arakchi devrait-il aller à Moscou, à Saint-Pétersbourg? Il y a beaucoup de raisons. La Russie est précieuse pour l'Iran comme source de soutien, pas seulement sur le plan militaire, et la coopération militaire est aujourd'hui solide, mais aussi sur le plan politique, par exemple pour le soutien au sein des Nations Unies. Et je pense plus largement que si la stratégie de l'Iran consiste à tirer parti de l'opposition internationale croissante au blocus américain du détroit d'Ormuz et à la guerre elle-même, alors Téhéran pourrait chercher à s'associer à la Russie pour organiser une campagne internationale contre les États-Unis. Enfin, bien sûr, tout le monde sait que Donald Trump entretient, pour une raison ou une autre, une relation avec Vladimir Poutine. Relationship with Vladimir Putin, and it's in Iran's interest to energize that. Et c'est dans l'intérêt de l'Iran de redonner de l'élan à cette relation, d'essayer de convaincre Donald Trump de trouver une issue mutuellement acceptable à ce désastre, le désastre de la guerre. Pourquoi les Russes recevraient-ils Arakchi? Eh bien, pour de nombreuses raisons. D'abord, ils observent les États-Unis commettre une énorme erreur en attaquant l'Iran. Ils ont tout intérêt à garder une position d'influence dans le sud, leur sud, c'est-à-dire en Asie de l'Ouest. L'Iran est un partenaire clé dans cette région. C'était déjà le cas en Syrie sous le gouvernement d'Assad, et ça reste vrai pour l'ensemble de la région. La Russie a donc de nombreuses raisons de vouloir entretenir une bonne relation avec l'Iran et en somme de lui être utile. Parce qu'en agissant ainsi, elle accumule des obligations de la part de l'Iran qui pourra la soutenir le moment venu quand elle en aura besoin. C'est donc une relation mutuellement bénéfique. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour la relation entre l'Iran et la Chine. La Chine a un intérêt majeur à restaurer le système international d'après la Seconde Guerre mondiale, fondé sur le droit international et le consensus. Elle est obsédée par sa propre souveraineté
et elle défend le concept westphalien de souveraineté pour tous les autres États. Les États-Unis, eux, ont abandonné ce respect de la souveraineté, et l'attaque contre l'Iran vise justement à détruire la souveraineté iranienne. Donc du point de vue de la diplomatie et de l'intérêt pour le système international, la Chine, et dans une moindre mesure la Russie, ont tout intérêt à soutenir l'Iran, sur le plan juridique comme sur le plan politique. Et bien sûr, on peut supposer que la Chine fait très attention à ne pas froisser des pays comme l'Arabie saoudite, qui ne sont pas des amis proches de l'Iran. Elle essaye donc d'équilibrer ses relations. La Russie, elle, n'a pas cette préoccupation, donc c'est différent. Mais je pense que ce qu'on observe, c'est une nouvelle preuve de l'émergence d'un ordre où des puissances de rang intermédiaire, désormais dotées de technologies de drones et de missiles, sont capables de tenir tête à des puissances militairement supérieures, tout en ayant la capacité diplomatique de rallier d'autres grandes puissances à un soutien, disons, conditionnel. C'est ça, à mon avis, qu'on voit se dessiner ici. Quand on parle du briefing de Donald Trump, ou de la façon dont il a évoqué l'appel téléphonique entre les États-Unis et la Russie, en fait, il répétait simplement ce qu'il avait déjà dit auparavant. Je me souviens, quand il a été élu, il avait eu un appel avec Vladimir Poutine. Et hier encore, il a dit exactement la même chose que ce qu'il disait déjà. Tu sais, en janvier ou en février 2025. Donc quand on regarde les réseaux de Donald Trump, quand on parcourt toutes ses publications, on ne voit aucune trace de réalité. C'est uniquement de la rhétorique, d'une manière ou d'une autre. Et franchement, c'est frustrant. No, it's posturing. It's posturing, and my theory. C'est frustrant. Et tu sais, Nima, ma théorie, c'est que une partie de l'esprit de Donald Trump a été d'une certaine façon envahie par l'Iran, comme s'ils avaient envoyé des troupes et occupé une partie de son cerveau, et qui négociait avec les Iraniens dans sa tête. Et les Iraniens dans sa tête, de son point de vue, sont des gens très raisonnables, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Non, vraiment, je pense qu'il est déconnecté de la réalité. Il ne se préoccupe que de lui-même. Il n'est pas concerné par le reste. C'est d'ailleurs en partie ce qui explique les tensions avec Israël dont j'ai parlé. Il est entièrement centré sur Donald Trump, pas sur Israël, pas sur l'Iran. Je suis sûr qu'il saurait maintenant situer l'Iran sur une carte, mais je pense qu'une fois qu'il aurait fait ça, il aurait épuisé tout ce qu'il sait sur ce pays. Il n'y a aucune preuve qu'il tire la moindre leçon de ses maladresses. Et ça, pour moi, c'est très déprimant. C'est le président de mon pays. Et tu vois, je me sens en danger à cause de ça. Avant de conclure, Monsieur l'ambassadeur, regardons un peu les médias alternatifs. Ils parlent surtout de ce qui se passe avec la politique étrangère des États-Unis et de ses diplomates. Sous l'administration Biden, je me souviens d'Anthony Blinken se rendant en Israël, en insistant sur le fait qu'il est juif, au lieu de dire « Je suis le secrétaire d'État des États-Unis ». Il disait « Je suis ici en tant que juif ». Et puis, avec l'administration Trump, les choses se sont encore dégradées. On avait en gros 2 promoteurs immobiliers de New York qui essayaient de faire de la diplomatie. Ce n'est logique pour personne, ni pour la Russie, ni pour la Chine, ni pour l'Iran. Et tout le monde est complètement dérouté par cette attitude de la part de l'administration Trump. Alors, que se passe-t-il avec la politique étrangère des États-Unis? Et avec la diplomatie, les diplomates, en tant qu'outil fondamental pour communiquer avec les autres pays? Eh bien, les États-Unis montrent que sous cette administration, nous ne sommes plus capables de pratiquer la diplomatie d'État au niveau où nous l'étions auparavant. Je dirais même que l'administration Biden était elle aussi incompétente en matière de diplomatie. Mais là, on a atteint un nouveau point bas dans nos capacités. La diplomatie fait partie intégrante de l'art de gouverner.
et la base institutionnelle de la diplomatie américaine, le département d'État et le service diplomatique des États-Unis, où j'ai servi fièrement pendant 30 ans, a été détruite, mise de côté, en quelque sorte. Les meilleurs sont partis. Ceux qui restent subissent une sorte de camp d'endoctrinement idéologique, une réforme de la pensée, et ils sont en réalité complètement paralysés. Donald Trump n'a aucun processus politique en place pour le conseiller. Il a des institutions, il les réunit autour de la table, mais on ne sait pas vraiment s'il les écoute. Ce qui est clair, c'est que cette guerre avec l'Iran n'était pas soutenue par l'armée. Il prend donc ses décisions seul, c'est lui l'unique décideur. Vous savez, ce n'était même pas le cas en Iran, même sous Ali Khamenei. Lui devait composer avec d'autres éléments du système iranien, un système justement conçu pour instaurer des contre-pouvoirs. Ces contre-pouvoirs ont disparu aux États-Unis. Le Congrès est devenu subordonné. Et maintenant, nous en sommes à plus de 60 jours, alors que la loi sur les pouvoirs de guerre exige que le Congrès approuve la guerre. Le président républicain de la commission responsable de tout ça dit, eh bien, que la loi ne le dérange pas. Franchement, c'est quoi ce genre de déclaration? Le gouvernement constitutionnel, l'état de droit, les contre-pouvoirs, tout ça a disparu. La Cour suprême est politisée, totalement dépendante et acquise à l'administration Trump. Le Congrès, lui, est aux abonnés absents. Le président agit seul. Quant à Marco Rubio, il semble surtout occupé à préparer, d'une manière ou d'une autre, la prise de Cuba, et il n'est pas impliqué. Et même s'il l'était, rien ne prouve qu'il ait la moindre compétence diplomatique. Pour revenir à votre point, nous sommes représentés à l'international par 2 agents immobiliers new-yorkais dont les seules qualifications sont leur proximité avec Donald Trump ou, dans le cas de Jared Kushner, un lien familial par mariage et leur sionisme assumé. On ne sait jamais vraiment s'ils représentent les États-Unis ou s'ils représentent Israël. Ils font partie du petit groupe d'Américains qui s'imaginent encore que les intérêts israéliens et américains se recoupent et ne sont pas en conflit. Mais ils le sont en conflit, et on le voit bien. Cette guerre le montre clairement. En tant que diplomate, en tant qu'étudiant de l'art de gouverner, je suis franchement consterné par la situation actuelle à Washington. Oui, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. Eh bien, il faut être masochiste pour penser que c'était amusant. Oui, c'est la réalité. On ne peut pas la changer, mais on peut en parler. Oui, c'est ça. Enfin bref, passez une bonne journée. Merci, Lé.